j'ai suivi tout ce que vous avez écrit depuis pas mal de temps déjà, Ah oui. et j'y ai trouvé des réponses à mes questions qui sont proches un petit peu de ce que je subodorais. Donc, je suis assez content de le vérifier. D'ailleurs, jour après jour, je vérifie que ce que vous dites est vrai et Je ne suis pas juste. trop trompé. Bah, Non, écoutez, je non, suis non. vraiment très touché parce que c'est vrai que pour moi, vous avoir inspiré, c'est un grand honneur Ah et oui, oui, oui. une grande satisfaction. Après ça, je peux me retirer, je crois. Non, 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 mais vraiment, hein, Ah oui, ah, mais d'accord. oui, Ouais. oui, Ah, j'ai j'avais noté que suivi vous aviez signalé mon article sur à le 11 plusieurs septembre, je reprises, crois. Oui, à plusieurs à reprises. plusieurs Ouais. reprises, hein. Ça m'avait, ouais, j'étais très J'en satisfait. Ouais. j'en ai, bon, pas seulement sur l'assassinat de Kennedy aussi, hein, Ouais, ouais. ça va être le sujet du jour, mais je suis là aussi, hein, on est à peu près à un poil près, on est sur la même longueur d'onde, quoi, hein. Ouais, C'est ce tout à que fait. vous dites est juste. De toute manière, les faits sont les faits, hein, Voilà. Ouais. mais vous avez eu l'avantage, par rapport à beaucoup d'autres, de pouvoir les exhumer, les sortir et puis les présenter, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah, C'est- disons que j'ai l'avantage de ne pas avoir de carrière à défendre, donc Voilà, voilà. Mais j'ai- c'est et puis effectivement, je m'en tiens aux faits, donc voilà, l'important c'est les faits, de sourcer ouais, voilà. bon, après c'est un petit savoir-faire que j'ai développé, oh, ça fait pas si longtemps, hein, ça fait une douzaine d'années que je suis tombé dans la spirale conspirationniste, on va Ah dire. oui, oui, oui. Spirale. Oui, 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 oui. D'accord. Ouais, Ouais. Spécialité, Spirale ascendante, pas descendante. ouais. c'est pas votre spécialité au départ, puis vous y êtes venu progressivement, visiblement. Non, j'y suis venu tout d'un coup, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est-à-dire que j'étais dans un autre monde. Je sortais, je finissais mon doctorat d'études médiévales. J'ai fait un doctorat tardif, comme ça, un peu pour le plaisir, parce que, enfin non, j'avais quand même une petite ambition de mettre un pied dans l'université, mais et puis sortant de la tête du Moyen Âge, la pouf, je suis tombé sur des vidéos sur le 11 septembre. Et puis, ça m'a tellement choqué, tellement bouleversé que ça a déclenché. Surtout que j'étais enfin, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai adoré les États-Unis, donc j'avais une vision très idéaliste des États-Unis. Je voyais pas du tout cet aspect-là, donc ça a remis en cause, en question tout mon monde mental. Donc voilà, j'ai plongé là-dedans, j'ai renoncé un peu à, ouais, enfin voilà. Et donc, non, c'était assez brutal. Et puis, bon, petit à petit, j'ai creusé, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, Mais c'est le mais 11 septembre, comme beaucoup de gens, je pense que c'est assez classique, hein. Le 11 septembre, il y a un moment, quand même, quand on tombe sur la tour 7, on commence à se poser des questions, quoi. ouais. Oui, Après, moi, c'est un cheminement un peu parallèle, hein. J'ai Ouais, aussi découvert, hein, j'ai vécu aux États-Unis aussi pendant quelques années, hein, mais c'est pas là-bas que je me suis converti, on va dire, hein. C'est en allant en Palestine que je me suis converti. oui, J'ai passé 2 ans là-bas. Et là, bon, avec 600 soldats à l'époque français, mais également avec plusieurs milliers de soldats étrangers, hein. Et là, on s'est tous rendu compte, quelles que soient nos différentes nationalités respectives, on s'est tous rendu compte que, ben, que Israël n'était pas l'État dont on nous avait tant parlé dans des grands films comme Exodus, ouais, hein, moi j'avais été bercé par ça, donc je suis arrivé en Palestine pro-israélien à mort, hein, ouais, David contre Goliath, etc. Et puis bon, j'ai changé d'avis, hein, mais j'ai changé d'avis, pas seulement moi. Enfin, on a tous changé d'avis. On a tous changé d'avis, hein, français ouais, ou étrangers. On ouais, était des milliers à avoir changé d'avis, quoi. hmm, Alors, juste en ouvrant nos yeux et nos oreilles, en regardant les faits, quoi. ouais, 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 Et là, à partir de là, bon, on commence à réfléchir et à se demander comment fonctionne le monde. ouais, Et à partir de ce moment-là aussi, bon, on voit ce monde bien différemment de ce qu'on nous a présenté. Ensuite, j'ai eu ce poste-là comme chef du renseignement, guerre électronique au niveau interarmé, donc de toutes les armées. J'ai été un des hommes les mieux renseignés de France. Enfin, j'avais accès à tout, aux renseignements de l'OTAN, aux renseignements des ambassades, etc. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait
un énorme fossé entre ce que nous racontaient les médias à la télévision et le renseignement brut que je recevais. Et là, j'ai basculé carrément de l'autre côté. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à vivre comme ça en étant manipulé tous les jours. Voilà. C'est pas un fantasme un peu populaire de croire que les gens comme vous qui arrivent à un haut niveau dans l'administration française au point de vue militaire sont briefés sur ce genre de tragédie comme l'assassinat de JFK? Vous n'avez pas accès à certaines choses quand vous êtes à des postes aussi Non, là on n'avait rien, enfin moi j'ai pas eu d'accès particulier à ces choses-là, hein. J'ai connu l'assassinat comme tout le monde parce que j'avais 14 ans ou 15 ans quand il s'est produit, quoi, hein, quelque chose comme ça. Et donc, mais je n'avais rien d'autre que ça. Et puis finalement, en creusant petit à petit, hein, comme l'a fait Monsieur Guillenot, hein, j'ai creusé, je me suis fait ma propre idée, et puis j'ai trouvé des idées qui me correspondaient tout à fait, hein, et qui correspondaient à ce que je pensais dans les travaux de Monsieur Guillenot, hein, qui sont vraiment pour moi inspirants, quoi, hein, parce qu'ils sont clairs, ils sont précis, ils sont argumentés, hein, chose que ne sont pas tout ce que les médias nous racontent, hein. Les médias nous racontent des fadaises tous les jours. Et Laurent, vous aviez quel âge à l'époque de l'assassinat de Kennedy? Non, moi j'en ai aucun souvenir, j'avais 3 ans, j'ai le même âge que le fils de John Kennedy à peu près. Donc j'avais 3 ans le jour où le petit Kennedy saluait le cercueil de son père, donc j'en ai aucun souvenir. C'est pas une histoire qui m'a intéressé, non, ça me fascine maintenant, c'est une histoire qui m'a passionné depuis que j'ai mis le nez dedans, parce que les dimensions de cette histoire sont gigantesques, il y a des dimensions multiples, le monde, plus j'approfondis cette histoire, plus je comprends à quel point c'est un basculement non seulement de l'Amérique, mais d'Israël et du monde entier, que les gens n'ont pas vu, mais que si on creuse un peu, si on gratte la surface, on s'aperçoit l'énorme implication de cet acte. Et puis, il y a une dimension mythique, il y a une dimension souvent, je dis, presque christique là-dedans, parce que donc c'est fascinant, mais non, c'est assez récent, moi ça fait 10 ans, hein. En fait, c'est pour le 50e anniversaire de l'assassinat que j'ai publié mon premier livre, JFK 11 septembre, enfin mon premier livre dans cette nouvelle orientation de ma recherche. Et là, on est au 60e anniversaire, donc ça fait 10 ans, enfin on va dire que ça fait 12 ans que je travaille dessus, quoi. Et vous avez progressivement acquis une notoriété internationale. Il me semble qu'il y a des Américains qui sont intéressés à vos thèses particulièrement, non? Disons que je me suis raccroché assez tardivement aux travaux de Michael Collins Piper, qui avait déjà une reconnaissance internationale, on va dire, mais quand même assez. Il est un peu particulier comme personnage. Et puis son livre est énorme, ça part dans tous les sens, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent tout en lui rendant hommage, hein. J'ai dédié mon livre à sa mémoire, parce en fait j'ai communiqué avec lui très brièvement, on a échangé 2 mails et puis il est décédé peu après. Mais pour moi c'est le pionnier, donc bon, j'ai fait un travail avec mon propre bagage, on va dire, ma manière de travailler qui, comme dit le général Delaware, j'essaye d'être clair, concis, dense, pas me perdre dans des choses, pas me perdre surtout dans des pistes qui ne sont pas vraiment concluantes. Parce que dans le livre de Michael Collins Piper, il y a beaucoup de choses sur les personnages qui sont, à mon avis, c'est pas très frappant alors j'essaye de me concentrer sur des choses qui sont vraiment frappantes. Donc j'ai fait un petit livre, et puis j'ai fait des articles, et puis sur le site UNS de la UNS Review, c'est-à-dire unz.com, c'est là que je publie tous mes articles, qui est un site vraiment formidable, qui est fondé par un juif, hein, Ron Unz, hein, qui est quelqu'un de vraiment remarquable, qui va vraiment au fond des choses. Et bon, par ce site, oui, j'ai acquis, j'ai la satisfaction d'avoir apporté quelque chose, voilà, dans cette recherche, puis d'avoir fait avancer la thèse d'Israël, voilà, parce que c'est une thèse qui monte, hein, qui était relativement confidentielle et qui est maintenant en train de gagner quand même beaucoup d'audience, qui est la bonne, à mon avis,
la piste la plus sérieuse. Parce que c'est vrai que le sujet de Kennedy est un sujet casse-gueule tant il y a de fausses pistes et d'erreurs. Absolument, oui. On peut se planter comme quand on marche sur une peau de banane, parce qu'il y a plein de choses qui partent dans tous les sens et il faut vraiment faire le tri. Ouais, oui. C'est pour ça que c'est vraiment un cas d'école en fait. C'est on va dire la théorie la théorie du complot, si on veut employer la plus populaire. Et puis effectivement, c'est un cas d'école parce que on apprend à effectivement faire le tri, on réalise petit à petit qu'il y a plein de fausses pistes, y compris des fausses pistes qui sont des boulevards, qui sont des choses qui sont même avec même dans lesquelles vous entraînent la presse mainstream. Et donc, il y a plein de thèses farfelues, il y a une intox, donc c'est vraiment très intéressant d'approfondir parce qu'on apprend plein de choses sur la manière dont travaillent les médias, dans la manière dont travaillent dont fonctionnent les fausses pistes, etc. C'est pour ça que c'est très enrichissant et formateur. Alors, vous partagez un point commun avec le général de Levard parce que dans la dernière interview qu'on a faite, il expliquait que le tempérament et le comportement de Ben Gourion dans l'assassinat de Bernadotte, puisque vous laissiez à penser que Ben Gourion était directement derrière l'assassinat de Bernadotte, et le général laissait à penser que tout chez Ben Gourion poussait vers l'assassinat de Kennedy dans la méthodologie, la façon de faire. Oui. Si j'ai bien compris. Oui, disons qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Récemment, je me suis dit, au fond, si on essaye d'analyser les leaders, le leadership, l'élite, on va dire, israélienne, il y a trois écoles, on peut dire. Il y a l'école de Ben Gourion, qui est l'école fondatrice, c'est le père fondateur de la nation, c'est le père de la nation, Ben Gourion, qui a un esprit assez militaire. Il était Premier ministre et ministre de la Défense. C'est pour ça que pour lui, la bombe atomique était une nécessité. Il avait comme idée fixe que les Arabes ne comprennent que la violence et la force, et donc il faut leur faire peur, et donc la bombe atomique est indispensable. À côté de ça, il y a eu une très brève période avec une école, avec Moshe Charet, qui a été ministre des Affaires étrangères, et puis brièvement Premier ministre, qui lui avait une vision, on va dire, normale de la diplomatie, qui voulait que Israël gère les affaires internationales sur le mode diplomatique, mais il n'a pas duré. Il a été éliminé suite à l'affaire Lavon, enfin bref, il a été mis de côté. Et donc il y a une autre école qui est l'école la plus dure, qui est l'école qui vient de l'Irgun, de tous les groupes terroristes qui ont combattu les Arabes et les Britanniques dans les années 40, et qui sont représentés par Menahem Begin ou Yitzhak Shamir, qui sont deux terroristes recherchés par les Britanniques à une certaine époque, mais qui ont fini Premier ministre quand même. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut voir les choses je ne suis pas sûr, au bout du compte, que Ben Gourion... j'ai l'impression qu'en novembre 1963, ou même avant, septembre, Ben Gourion a démissionné pour laisser la place à ces terroristes en se disant, bon, ben moi, j'ai pas réussi diplomatiquement, ou j'ai pas réussi à convaincre Kennedy de nous laisser, de faire semblant de croire que Dimona était une usine de désalinisation de l'eau ou autre. Donc, je laisse la place aux terroristes qui, eux, ont toujours cru aux assassinats, aux attentats terroristes. Et donc voilà. Et donc, il y a eu, c'est pour ça qu'il, d'une certaine manière, il y a aussi un basculement d'Israël à cette période-là. Parce qu'on est passé de Ben Gourion, qui était le patron du Mapai, qui était un parti relativement socialiste. C'était Ben Gourion, c'était quand même, il avait il avait la Bible, la tête pleine de la Bible. C'était très particulier. Mais on a eu après le Likoud, qui est quand même de Netanyahou, qui est quand même encore une autre chose, encore plus dingue, quoi. Thierry Messant nous avait dit que le maître à penser de l'actuel Premier ministre venait de la proximité avec les nazis ukrainiens, c'est-à-dire son inspirateur venait de là quand même. Oui, c'est comment il s'appelle, Jabotinsky. Il s'appelait le sionisme révisionniste. Ce qu'il entendait par là, c'est
ne pas faire de compromis, parce que Ben Gourion passait son temps à faire des compromis. Il a accepté les frontières de 47, tout en sachant que ça valait rien dire. Mais enfin, il était dans une démarche, faisons des compromis, puis on avancera petit à petit. Jabotinsky disait non, pas de compromis, on veut tout de suite. Et voilà, donc c'était une école beaucoup plus intransigeante. Radical. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, oui, général. Moi, ce qui me faisait dire que Ben Gourion était quand même un petit peu impliqué dans l'affaire, c'est le sort qu'il a réservé à l'assassin de Bernadotte. Oui. Qui montrait qu'il n'avait pas froid aux yeux avec les assassinats politiques. Oui, tout à Donc, fait. l'assassin de Bernadotte, il a fait 18 jours de prison et il s'est retrouvé garde du corps de Ben Gourion. Oui, c'est vrai, je vous ai entendu dire ça je ne savais pas. Oui. Il a été élu député après. Donc, moi, j'interprète ça presque comme une récompense d'une action qui a été faite, hein, donc l'assassinat de Bernadotte. Et à partir de ce moment-là, je me dis que dans son esprit, Ben Gourion était un gars qui avait fait accoucher au forceps l'État d'Israël, qui ne voulait pas que son bébé puisse être mis en danger, quoi. Et donc, il était prêt à éliminer ou à faire éliminer tous ceux qui auraient pu remettre en cause la sécurité d'Israël, donc la sécurité de son bébé. C'était son bébé, Israël. Et donc, je me dis qu'il n'est pas impossible, attention, je ne dis pas, c'est lui, mais je dis qu'avoir un homme comme ça en Israël comme chef d'État, au moment où Kennedy, lui, était plutôt réservé sur l'arme nucléaire, sur l'aide à apporter à Israël, sur les armements offensifs, il n'était pas très fan pour importer ou pour pousser des armements offensifs dans l'État d'Israël, quoi. Oui, et donc tout ça, je pense que Ben Gourion, avec le caractère qu'il avait montré lors de l'assassinat des deux personnes et les récompenses qu'il avait données, je pense que c'était un type qui n'avait pas froid aux yeux et qui était prêt à commanditer, je n'ai pas dit à exécuter lui-même, hein, bien sûr. Mais à suggérer au lobby pro-Israël aux États-Unis, à suggérer de faire disparaître au plus tôt le gêneur, quoi, ou celui et surtout qu'il y avait derrière l'homme qui avait été prépositionné, de mon point de vue, hein, qui était Lyndon Johnson. À mon avis, il n'est pas arrivé là par hasard. S'il était numéro 2, c'est qu'on avait quelque part, ou quelqu'un avait prévu que Kennedy pourrait, le cas échéant, disparaître et qu'il serait bon d'avoir un Sayan de première classe, on va dire, hein, comme président des États-Unis. Et c'est Lyndon Johnson était un Sayan de première classe. Hein. Il a aidé les États-Unis comme aucun président avant lui, ni même après lui. Tout à fait, oui. Vous parlez d'Israël, vous avez dit les États-Unis. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Hein. J'ai pas voulu dire que Ben Gourion n'y était pour rien, mais le fait qu'il ait démissionné en recevant cette dernière lettre très insistante de Kennedy, c'est cet été je veux inspecter Dimona, sinon nos relations vont se détériorer gravement. Donc c'était en septembre ou juin, je ne sais plus exactement, 63. Ben Gourion démissionne, on va dire la veille, enfin le jour où il devait recevoir cette lettre, me laisse penser que Ben Gourion n'a pas voulu être mêlé à cette histoire au cas où ça marche pas, parce qu'il tenait à son image dans l'histoire, il tenait à son rôle dans l'histoire. Donc il a en quelque sorte, passé le problème Kennedy aux terroristes. Mais tout à fait, il a bien compris que pour lui, de son point de vue, il n'y avait pas d'autre solution que d'éliminer Kennedy. Et comme vous le dites, effectivement, si on veut retracer tout le plan, il faut revenir à 1960. Comment se fait-il que Lyndon Johnson était vice-président ? Et en fait, pour comprendre, pour bien suivre, finalement, d'une certaine manière, c'est ça, l'assassinat de Kennedy n'avait pas pour but uniquement d'éliminer Kennedy.
l'assassinat de Kennedy était un coup d'État pour mettre Lyndon Johnson au pouvoir. Il faut partir de ce principe, sinon, évidemment. Donc, ceux qui voulaient mettre Lyndon Johnson au pouvoir étaient les mêmes que ceux qui ont forcé, par le chantage, Kennedy à prendre Lyndon Johnson comme vice-président. Et là, on a une piste sérieuse, bien que ça se discute comment ça se fait que Kennedy ait pris Lyndon Johnson comme vice-président, on a quand même quelques idées précises, quoi. Oui, non, mais tout à l'accord avec vous, hein, avec ce que vous venez de dire. Hein. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Il faudrait faire l'articulation, du coup, pour expliquer quels sont les agents reliés à Israël qu'on retrouve aux États-Unis impliqués dans l'assassinat de JFK. Oui. Monsieur Guillenot l'a fait. Hein. Moi j'ai lu, j'ai suivi avec attention les vidéos. Hein. On s'aperçoit que Ruby, qui élimine Oswald, est quelqu'un également lié à Israël, hein, pour des raisons qui lui sont propres, on va dire. Non, mais je ne veux pas dire que c'est cousu, c'est presque cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a donné. Alors, ce qui me fait dire aussi qu'il y a cet engagement d'Israël aussi, c'est cette prolifération de fausses pistes. Parce que le meilleur moyen pour quelqu'un qui vient de perpétrer un crime, c'est d'attirer tous ceux qui enquêtent, les enquêteurs, sur toutes les fausses pistes possibles et inimaginables. Et je pense que le fait qu'il y ait autant de fausses pistes qui mènent effectivement à rien, voire des boulevards, comme l'a dit M. Guillenot tout à l'heure, des boulevards qui nous mènent nulle part d'ailleurs, hein, ces boulevards, mais dans lesquels les médias mainstream cherchent à nous entraîner pour éviter d'avoir à parler des choses qui fâchent, quoi. Et les choses qui fâchent, on en revient toujours au même, hein, c'est-à-dire, on en revient, qu'on le veuille ou non, on en revient à Israël. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que... Laurent, est-ce que du coup, vous pouvez décliner un peu ces personnages reliés à Israël qu'on trouve dans l'appareil d'État américain, par exemple? Oui, avant de parler, moi je pense que le premier personnage sur lequel il faut se concentrer, c'est tout simplement, logiquement, imaginez que vous êtes inspecteur Colombo, là vous enquêtez, bon, malheureusement vous ne savez pas qui a tiré sur la gâchette, vous n'avez pas les snipers, vous avez le patsy, une fois que vous avez compris que Lee Harvey Oswald n'y est pour rien, bon, ben, il n'y a pas grand chose à en tirer, mais enfin, de toute manière il est mort, donc il n'y dira rien. Par contre, vous savez qui a tué le patsy. Vous savez qui a éliminé Lee Harvey Oswald, donc c'est-à-dire pour empêcher qu'il y ait une enquête, un procès, parce que s'il y avait eu un procès d'Oswald, je veux dire, là, ça aurait quand même été un peu gênant. Donc, c'est le personnage par lequel il faut commencer, logiquement, Jack Ruby. Et comme le dit le général, bizarrement, on ne parle pas trop de Jack Ruby, on parle de plein d'autres choses. Et Jack Ruby, même la plupart des gens, s'ils connaissent, si même ils connaissent le nom de Jack Ruby, ils ne connaissent pas son vrai nom, qui est Jacob Rubinstein. Ce qui sonne déjà un petit peu moins sicilien que Jack Ruby, parce que les gens qui ont entendu parler de Jack Ruby pensent que c'était un gars de la mafia de Chicago. Voilà, la mafia de Chicago, il tenait un bar à gogo, là, un striptease bar à Dallas. Il était connecté au FBI, à la CIA. Voilà ce qu'on connaît, ce qu'on dit dans les livres, qu'on va dire, de l'école dominante de la recherche sur l'assassinat de Kennedy. Il y a un seul livre, bizarrement, alors il y a plein de livres, par exemple, écrits sur Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, c'est enquêter sur Lee Harvey Oswald, c'est un petit peu comme enquêter sur Ben Laden pour résoudre le 11 septembre. Ça n'a aucun intérêt une fois qu'on a compris qu'il y est pour rien, quoi. Donc, par contre, il n'y a qu'un seul livre sur Ruby. Alors, Ruby, juste pour répondre à votre question, Boris, c'est en fait... ce qui est intéressant avec Jack Ruby, c'est de comprendre qu'il est connecté à deux réseaux qui sont eux-mêmes un seul réseau. En fait, il est connecté à la mafia juive, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la Yiddish Connection, ou ce que parfois on appelle la Michpuka, parce que Michpuka en Yiddish, ça veut dire la famille, donc c'est le nom que se donnait ce réseau de gangsters juifs. Mais ce réseau lui-même était très connecté à l'Irgun et avait participé dans les années 40 et 50 surtout à de la contrebande d'armes pour armer la Haganah et puis l'armée israélienne dans leur lutte contre les Arabes et contre les Britanniques avant. Et donc il était lié, ce réseau, à Menahem Begin.
Menahem Begin, qui était un des chefs, peut-être le fondateur, je ne sais plus, de l'Irgun. Et donc, ce milieu de gangsters juifs américains et ce milieu de terroristes israéliens, en fait, travaillaient ensemble. Et on sait que Jack Ruby avait contribué à ce trafic d'armes. Son contact direct, c'était un certain Mickey Cohen, qui est un des membres fondateurs de Murder Inc., qui était en quelque sorte le bras droit à un certain moment de Bugsy, comment il s'appelait? Siegelbaum, ils son vrai nom, mais il a fait l'objet d'un film hollywoodien. Bugsy, on l'appelait, hein, Bugsy, qui était le chef de Murder Incorporated. Et Murder Incorporated, c'était le gang d'assassins, on dit de la mafia. Non, c'était la mafia juive. C'était la mafia la plus violente, hein, aux États-Unis dans les années 50-60, et cette mafia a été chapeautée par Meyer Lansky. Alors ça, c'est le travail qu'a fait beaucoup Michael Collins Piper. Il a beaucoup travaillé sur Meyer Lansky. Moi, je n'ai pas trop approfondi Meyer Lansky, parce que là, on est déjà dans un lien indirect. Si déjà on travaille sur Jack Ruby, Menahem Begin et Mickey Cohen, on a déjà une connexion forte. Meyer Lansky permet d'attraper Hoover, parce qu'il faisait chanter Hoover par des photos compromettantes. Oui, bien sûr. Voilà, mais là, on rentre dans les... C'est pour ça que moi, je préfère rester dans les... Parce que c'est vrai que tout est lié. Un tel est lié à un tel, qui est lié à un tel, d'accord, mais après, on n'est plus dans des preuves qui sont indiscutables. Après, ça se discute. Je veux dire, les liens indirects, c'est pas parce que moi, je connais un assassin que je suis moi-même lié à l'assassinat, vous voyez. Tout ça, je suis d'accord avec vous, hein, simplement moi j'essaye de rester sur les choses les preuves les plus accablantes qui pourraient dans un procès convaincre un jury. Et donc, vous m'avez demandé les personnalités, donc j'ai commencé par le bas de l'échelle, parce que Jack Ruby, c'est un homme de main, c'est un gangster qui se trimballe avec son pistolet, et puis qui va dans le commissariat de Dallas, qui écoute, qui sert d'informateur à la police de Dallas, mais en même temps qui sert de lien entre tous ces milieux. Mais après, il faut parler. Moi, je me suis concentré sur 3 personnages. Jack Ruby, Lyndon Johnson, parce qu'effectivement, comme l'a bien compris le général, c'est un Sayan, c'est un juif, un crypto-juif, on va dire, parce que les gens ne savaient pas qu'il était juif, mais en fait, il est très attaché, alors financièrement aussi, toute sa vie politique a été financée par Abraham Feinberg, qui était on va dire, celui qui réunissait les fonds pour le Parti démocrate, spécialisé, ça c'est Seymour Hersh qui l'a bien montré, donc Feinberg a aussi financé Kennedy, ça on pourra en reparler, c'est un aspect des choses quand même. Donc Kennedy, quelque part, n'a pas rempli le contrat que du point de vue de Feinberg, il était quand même censé remplir. Donc Lyndon Johnson, on pourra y revenir éventuellement, qui à mon avis, effectivement... Alors ce qui est intéressant, c'est que Lyndon Johnson, en Israël, et c'est dans la presse israélienne, Haaretz ou autre, il est considéré comme le meilleur président pour Israël qui ait jamais existé. Le meilleur président américain, je veux dire, il est encensé. Je ne sais pas s'il n'a pas une statue en Israël, mais enfin, il est considéré comme celui qui a permis d'armer Israël après la mort de Kennedy, donc de multiplier, comme le général l'avait dit dans la récente émission, qui a non seulement couvert Israël en 1967, enfin non seulement donné le feu vert à Israël pour attaquer l'Égypte en 1967, mais aussi pour attaquer le USS Liberty, là, cet épisode horrible. Il a non seulement couvert Israël, mais en fait il a donné le feu vert pour cette opération. Donc il a permis à Israël en 1967 de tripler son territoire pratiquement. Il a enterré la procédure qu'avaient initialisé les frères Kennedy, c'est-à-dire le frère Robert, qui était ministre de la Justice, qui avait initialisé avec d'autres sénateurs une procédure pour obliger l'EPAC, enfin ce qui s'appelait à l'époque l'American Zionist Council, le Conseil américain sioniste, de s'enregistrer comme agents étrangers, ce qui limitait leur pouvoir financier, ce qui les obligeait à une transparence, enfin, ce qui aurait complètement détruit la puissance de corruption du lobby juif aux États-Unis, qui est quand même essentiel pour Israël. Hein, Israël ne pourrait pas survivre s'il n'y avait pas aux États-Unis
une telle puissance pour corrompre la politique américaine, corrompre tous les sénateurs, tous les députés, sans exception pratiquement, enfin à quelques très rares exceptions. Donc voilà, Johnson a tout donné à Israël. Voilà, donc ça, c'est quand même une clé importante. Une fois qu'on sait ça, et puis une fois qu'on essaye de comprendre qui a mis Johnson dans la position de vice-président, Kennedy ne voulait pas de Johnson, et le frère de Kennedy était horrifié par cette idée. Donc il y a eu un chantage qui a été fait sur Kennedy, et Kennedy, malheureusement, était assez facilement, enfin, avait quelques, quelques défauts qui le rendraient susceptible à ce genre de chantage. Oui, juste une toute petite chose à rajouter au palmarès de Johnson, hein, c'est que c'est sous la présidence Johnson qu'est né à New York le néoconservatisme. Ouais. Sous la présidence, dans les dernières années de la présidence Johnson, Kristol et Podhoretz, à New York, fondent l'idéologie néoconservatrice, on va dire. Tout à fait. Alors bon, est-ce que le fait que Johnson soit président a joué un rôle? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces gens-là se sentaient sans doute en confiance avec un Johnson qui avait poursuivi la guerre du Vietnam, qui était aussi un va-t-en-guerre, on l'a vu, hein, qui n'a pas hésité à prolonger cette guerre d'une douzaine d'années. Hein, ces gens-là se sont sentis probablement dans un environnement qui leur permettait de développer ce genre d'idéologie. Alors bon, ça n'est pas sous Johnson que les néoconservateurs sont arrivés au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir bien après, mais c'est là, sous Johnson, que l'idéologie a démarré, est née quelque part à New York dans les mains du journal Commentary, là, dont vous avez fait état dans un de vos articles, je crois. Hein. Ouais. Tout à fait, ouais, bien sûr. Podhoretz est patron du Commentary, et puis Kristol, l'idéologue, quoi. Elle était peut-être présente d'une autre manière, parce que quand Eisenhower parle de cet état profond du complexe militaro-industriel qui est un danger, ça a été repris souvent, hein, juste avant, quand il fait la passation, là, quand il parle à Kennedy, il lui parle bien de cette histoire d'état profond qui a un problème. Donc ça a dû peut-être prendre une autre forme avec Lyndon B. Johnson, une forme plus concrète, c'est ça que vous voulez dire? Non, moi je dis simplement qu'il se trouve que, c'est peut-être un hasard, que ceux qui mettent le chaos sur la planète depuis 1990, c'est-à-dire les néoconservateurs, hein, qui mènent la guerre partout dans le monde, sont nés, leur idéologie est née sous la présidence de Johnson, à la fin de cette présidence, hein, dans les années, on va dire, dans le lustre 1965-1969, puisque Johnson est sorti de sa présidence il aurait pu se représenter, il ne s'est pas représenté, hein, en 69. Pour être président, il a donc dû quitter la présidence en janvier 1969, le 20 janvier 69. Oui, c'est vrai que Kennedy, on a l'impression que c'est loin, mais en réalité, ces néoconservateurs, vous avez raison, sont nés effectivement dans le sillage de la mort de Kennedy. Il ne faut pas oublier que Kennedy est mort en 63, il aurait été réélu certainement en 64, donc il aurait été président jusqu'en 68. Et beaucoup de gens pensent qu'après tout, il y avait une dynastie qui était prête derrière, que son frère aurait peut-être été élu en 72. C'est tout à fait plausible, enfin on n'en sait rien. En 68 jusqu'en 74, enfin jusqu'en 76 même. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une dynastie Kennedy. Juste pour préciser sur les néoconservateurs, c'est vrai que c'est très intéressant. Les néoconservateurs sont liés quand même à la guerre du Vietnam. Et moi, le premier article que j'ai publié sur la revue Unz, c'était la guerre du Vietnam, je ne sais plus le titre, n'était-elle pas le véritable holocauste pour Israël? C'est-à-dire qu'en réalité, Israël a profité de la guerre du Vietnam. Alors je ne dis pas que c'est Israël qui a... Mais enfin, pendant qu'il y avait les guerres du Vietnam et que toute l'opinion publique était focalisée sur le Vietnam, eh bien il y a eu aussi la guerre de 6 jours.
Et donc cette invasion, cette occupation israélienne que les gens n'ont à peine vue, parce qu'à l'époque c'était le Vietnam, les gens manifestaient pour le Vietnam, personne n'a manifesté contre l'occupation. Il y a De Gaulle, quelques chefs d'État qui ont tapé sur la table, mais à part ça, ça a beaucoup servi. Alors les néoconservateurs sont des juifs, intellectuels juifs qui viennent de la gauche. Irving Kristol était trotskiste, enfin il se dit, il a tout été, lui, donc il a changé de casquette plusieurs fois, mais ils ont, dans leur journal Commentary, vous l'avez cité, qui s'adressait aux Juifs, il a expliqué, il faut être impérialiste et militariste, parce que c'est comme ça que on va entraîner les États-Unis à se battre contre les ennemis d'Israël. Israël ne va pas survivre si les États-Unis se replient dans une mentalité isolationniste. Donc c'était leur motivation réelle. Donc allons-y pour la guerre. Il faut être pro-guerre du Vietnam, parce que si on est pro-guerre du Vietnam, ça veut dire on est pour l'impérialisme américain, on est pour une Amérique qui mène des guerres partout au nom de grands principes comme la démocratie ou autre. Donc c'était effectivement très lié, et les néoconservateurs, on a mis très longtemps effectivement à comprendre que non seulement ils sont juifs pratiquement à 90%, mais ce sont des crypto-sionistes, c'est-à-dire ce qui les intéresse vraiment, c'est d'entraîner les États-Unis dans des guerres contre les ennemis d'Israël. C'est clair, hein, l'Irak, la Libye, la Syrie, et puis l'Iran. Je veux dire. Oui, tout à fait. Pour vous, la guerre de Corée avant, c'est pas la même chose du tout. Non, non. Ce que j'ai expliqué ce que j'ai essayé d'expliquer, enfin c'est une manière un peu simpliste de voir les choses, mais il faut bien schématiser, c'est que dans on va dire dans l'idéologie américaine traditionnelle, il y a les conservateurs qu'on appelle maintenant les paléoconservateurs, puisqu'ils sont fait remplacer par les néoconservateurs. Les paléoconservateurs étaient plutôt isolationnistes. Mais il y avait aussi cette école qui était surtout liée au Council for Foreign Relations, qui est pas à l'origine pro-Israël du tout, qui est même plutôt anti-Israël, qui est pro-Saoud par exemple, qui a toujours défendu une relation avec l'Arabie Saoudite contre Israël. À l'époque, quand même, l'Arabie Saoudite était quand même globalement plutôt hostile à Israël, qu'elle ne reconnaissait pas. Donc il y a cette école impérialiste américaine qui n'était pas du tout liée à Israël au départ, et qui, par contre, oui, voulait faire des guerres un peu partout et tenait à ce que l'Amérique devienne l'empire dominant. Et cette école a été noyautée et piratée et détournée par les néoconservateurs. C'est ça le travail des néoconservateurs. Ils sont pas conservateurs, ils sont révolutionnaires, mais ils se disent néoconservateurs parce qu'ils ont rejoint le Parti républicain pour le contrôler, pour virer tous les conservateurs authentiques qui ont effectivement disparu de la scène pratiquement, il n'en reste plus, pour en quelque sorte diriger cette pulsion impérialiste américaine, non plus en Corée ou même en Amérique latine. Enfin, l'Amérique latine est toujours restée quand même dans le viseur de l'Amérique, mais enfin pour orienter cette pulsion impérialiste de l'Amérique au Moyen-Orient. Enfin, moi, c'est une vision peut-être un petit peu simpliste et simplifiée des choses, mais voilà. Donc, c'est effectivement, il y a deux écoles impérialistes aux États-Unis, qui maintenant, il n'y en a plus qu'une, on peut dire pratiquement. Mais à l'origine, le Council of Foreign Relations n'est pas pro-israélien. Il faut bien comprendre ça. Et il y a des personnages qui sont un peu entre les deux. Par exemple, Kissinger, qui est le maître à penser de Brzezinski. Brzezinski vient du Council of Foreign Relations, il est quand même assez anti-Israël. Brzezinski, à la fin de sa vie, il a quand même compris, il a quand même fait des remarques en disant qu'il faudrait que les États-Unis arrêtent de suivre Israël comme une stupide mule. Il a été très hostile à la guerre en Irak. Il était pour après le 11 septembre, etc. Et ces gens-là donc, sont des impérialistes. Brzezinski, c'est quand même le grand échiquier, vous voyez, c'est quand même une école qui pense que l'Amérique doit régner sur le monde, doit être hégémonique, mais pas pour Israël. Donc il y a deux choses un peu différentes. Ouais. Pour le résumer, on peut dire qu'ils sont passés des conservateurs et à partir de Johnson, ça a viré progressivement vers le néoconservatisme. Oui. Alors le lien entre Johnson et les néoconservateurs n'est pas direct, c'est plus une opportunité l'ère Johnson a créé une opportunité pour Israël à tous les niveaux, quoi. Au niveau
de l'invasion, de l'attaque de l'Égypte. Au niveau, ils ont été complètement décomplexés et puis libérés de toute entrave aux États-Unis pour rentrer dans tous les rouages, etc. Johnson a fait rentrer des tas de Juifs dans tous les départements d'État. Il n'y a que le département d'État, par contre, où ils ont résisté. Mais enfin, je veux dire, il y a eu une invasion de crypto-sionistes dans tous les rouages de l'administration. Et ça, c'est effectivement Johnson qui l'a permis. Et est-ce que vous pouvez développer le personnage de James Jesus Angleton? Parce que du coup, moi, c'est un truc qui m'intéresse, parce que dans mon travail, j'ai pas trop fouillé cette piste. Quel est son rôle à celui-ci? Alors oui, James Jesus Angleton, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde, tous les, on va dire les chercheurs sur l'assassinat de Kennedy arrivent sur James Jesus Angleton, qui est un membre de la CIA. C'est-à-dire, lorsqu'on enquête sur l'implication de la CIA, qu'est-ce qu'on trouve en fait, hein, les livres parce qu'on pense, la plupart des gens pensent, oui, la CIA a fait assassiner Kennedy, tout le monde le sait, c'est même plus la peine d'en discuter, oui, mais pratiquement, quel est le lien? Le lien, c'est Oswald, qui était un agent, ou en tout cas sous surveillance ou manipulation de la CIA. Hein. On ne sait pas exactement qui. Oswald est un personnage quand même un peu mystérieux. Hein. On ne sait pas trop s'il détestait Kennedy ou s'il l'admirait, s'il était vraiment communiste ou s'il était anticommuniste. Il était un peu tout ça. C'est pas un personnage. D'ailleurs, il faut toujours se garder, penser que les gens ont une seule dimension. Les gens ont toujours plusieurs dimensions. Enfin bref, la connexion entre Oswald et la CIA, c'est une connexion en réalité entre Oswald et Angleton. Point. Angleton, c'est pas la CIA, c'est une CIA dans la CIA. La CIA, si vous voulez, ça veut rien dire en quelque sorte. C'est un truc qui est plein de compartiments et qui est un monstre. C'est un monstre, mais dans ce monstre, il y a des départements qui sont pratiquement isolés, étanches à tout contrôle, et en particulier le département du contre-espionnage contrôlé par James Jesus Angleton, qui est un personnage de roman. Angleton, c'est un espèce de fou paranoïaque très intelligent que tout le monde craignait à la CIA et dont tout le monde laissait faire ce qu'il voulait. Il avait ses caisses noires, il avait son budget, personne ne savait trop ce qu'il faisait. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a une deuxième dimension à Angleton. Donc déjà, ça permet de voir que, attention, quand on dit la CIA, d'accord, mais qui la CIA? Certainement pas le patron de la CIA. Le patron de la CIA en 1961, c'était John McCone, c'est Kennedy qui l'avait nommé. C'était un homme de Kennedy. Donc quand on dit la CIA, il faut déjà préciser. Alors on précise, c'est Angleton. Et Angleton, il y a un livre récemment qui est paru, il y a eu plusieurs biographies de Angleton, mais la dernière est très intéressante par Jefferson Morley, qui montre qu'en réalité, Angleton était beaucoup plus proche du Mossad que de sa propre hiérarchie à la CIA, parce qu'il était le contact exclusif entre la CIA et le Mossad. Personne d'autre ne communiquait avec le Mossad, sauf par lui. Il est allé en Israël très souvent. Il a été viré de la CIA en 1978 parce qu'il commençait à... c'était un fou, hein, c'était un illuminé, mais très influençable probablement, qui était obsédé par l'anticommunisme et qui avait eu comme idée centrale que pour lutter contre l'infiltration, il était chef du contre-espionnage, c'est-à-dire de traquer les espions communistes en particulier aux États-Unis. Et il s'était fait comme idée, ou disons que le Mossad lui avait fait croire ou comprendre que pour lutter contre les espions communistes, c'est eux les Israéliens qui pouvaient l'aider, parce que les Israéliens venaient souvent du monde communiste, hein, de l'Union soviétique, donc il avait des contacts là-bas, donc voilà. Donc il était très très proche du Mossad, qu'il a honoré par plusieurs monuments et de grandes cérémonies après sa mort. Et donc ça, c'est une clé pour comprendre qu'il y a un lien, que le lien entre l'assassinat de Kennedy et la CIA est en fait pratiquement directement, nous mène aussi au Mossad et à Israël en quelque sorte. Voyez ? Donc ça change un peu la perspective quand on dit oui, c'est la CIA, oui, mais c'est la CIA, pas tout à fait, c'est Angleton. Mais Angleton était-il CIA ou Angleton était-il Mossad? Et là, on rentre effectivement dans... Alors ça se discute, ça se débat, mais ça apporte une autre dimension en tout cas.
Moi, le côté Angleton, je ne le connais pas. C'est pour ça que je demandais. Sur mes recherches, je tombe sur autre chose. Mais on peut parler également d'Arlen Specter comme personnage juif qui a joué un rôle dans cette histoire, avec l'histoire de la balle magique, là, dans la commission Warren. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, bah, si on peut lister effectivement les personnages centraux dans toute cette histoire, que ce soit dans la préparation de l'assassinat, que ce soit dans l'assassinat, ou que ce soit dans la couverture après. Effectivement, là, on s'aperçoit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a montré que dans la commission Warren, il y a dans tous les membres, enfin les membres dirigeants et puis les assistants, il y a une grande majorité de juifs. Et effectivement, un des personnages les plus importants, alors il y en a qui n'étaient pas juifs, finalement, Allen Dulles n'était pas juif, mais un personnage, effectivement, Arlen Specter, qui est... tiens, je vais vous raconter une petite anecdote, ça apportera un peu de nouveau, parce que il y a quelques jours, jusqu'à hier, il y avait une conférence à Pittsburgh, il y a beaucoup de conférences à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de l'assassinat de Kennedy, et là il y a une conférence à Pittsburgh, qui est organisée tous les ans par un certain Cyril Wecht. Cyril Wecht est un forensic pathologist, alors je ne crois pas qu'il est médecin, il est plus avocat de la médecine légale, spécialisé dans la médecine légale. Et depuis de très nombreuses années, il est un personnage central de la recherche sur l'assassinat de Kennedy, qui montre que cette histoire de balle magique ne tient pas la route. Hein, du point de vue de la médecine légale, ça n'a aucun sens. Hein, d'accord ? Donc la commission Warren, qui se base finalement, la conclusion du tireur unique se base essentiellement sur cette idée qu'il y a comme il ne peut pas y avoir plus de 3 balles, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais c'est très simple, étant donné le laps de temps de 5 secondes, voire 7 secondes maximum du premier tir au dernier qu'on peut mesurer par les films, et compte tenu du fusil qu'était censé avoir Oswald, on ne peut pas imaginer qu'il ait tiré plus de 3 fois. En réalité, même 3 fois, c'est déjà, on n'a jamais réussi à le faire. Mais bon, déjà, donc pas plus de 3 balles. Comme il y a déjà une balle qui est pénétrée dans la gorge de Kennedy, il y a une balle qui a abouti dans le macadam, bah, la 3e balle, il faut qu'elle fasse tout le reste. Donc il faut qu'elle explose la tête de Kennedy. Non, c'est la 2e balle du coup qui doit pénétrer chez Kennedy, puis faire les plusieurs blessures, je crois 5 ou 6. Il faut qu'elle fasse 8 blessures, 7 ou 8. Donc on l'appelle la balle magique, et puis en plus il faut qu'elle ressorte pratiquement intacte, parce qu'elle a été exposée au procès, voilà la balle unique. Donc c'est Arlen Specter qui a insisté, qui a organisé et qui a fini par imposer cette conclusion ridicule. Et Arlen Specter, effectivement, c'est un ami d'Israël, il a été honoré à sa mort comme un grand contributeur dans la relation amoureuse entre les États-Unis et Israël. Et pour revenir à Cyril Wecht, voilà qui est intéressant, voilà qui est à mon avis une preuve irréfutable que dans les gens qui insistent lourdement depuis des années sur c'est la CIA qui a tué Kennedy, parmi ces gens, je ne dis pas tous, mais parmi ces gens, il y en a qui le font consciemment pour couvrir Israël. La preuve, c'est que Cyril Wecht est un ami proche d'Arlen Specter, donc le même qui condamne depuis des années cette idée ridicule de la balle magique, soutient Arlen Specter, l'inventeur de ce mensonge, dans ses campagnes pour le Sénat, parce que Arlen Specter, du coup, a été sénateur de Pennsylvanie. Il a été soutenu par Cyril Wecht. Et ça, c'est dans la presse, etc. Pourquoi ? Bizarre quand même, quand vous êtes investi dans la recherche sur l'assassinat de Kennedy et que vous pensez la clé, c'est de montrer que la balle unique, c'est un gros mensonge. Comment pouvez-vous soutenir l'inventeur de ce mensonge, ce menteur professionnel qui bâtit toute sa carrière sur un énorme mensonge, un mensonge qui est dévastateur, un mensonge qui est une insulte à l'Amérique? Comment pouvez-vous vouloir que cette personne devienne un sénateur américain? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, la réponse, elle est simple, elle est évidente. C'est que ces 2 personnes ont une loyauté supérieure qui est Israël, tout simplement. D'ailleurs, dont ils ne se cachent pas, ni l'un ni l'autre. Et alors, je peux rajouter juste une petite anecdote. Oui, moi je parle trop là. Donc, Non, mais moi j'apprends au fur et à mesure aussi, hein, mais c'est parfait, moi ça me va très bien. C'est une petite anecdote quand même assez. Ah oui, et qui vient se rajouter à tout ce qu'on sait déjà, quoi. Le dossier est lourd quand même, hein. Il commence à être assez complet, quoi. Ouais.
Je dis ça pour les chercheurs qui sont un peu taquins, c'est que quand on suit un peu la chronologie du récit des événements par les médias, il faut savoir que quand ils ont exposé la balle magique qu'ils ont retrouvée sur le brancard, dont après on s'aperçoit que Ruby aurait pu aussi avoir joué un rôle dans cette histoire-là, la balle est encore fichée dans le fémur et n'a pas été extraite du fémur de Connelly. Donc, c'est pour montrer le degré d'incohérence de la version officielle. Ouais, c'est affreux, c'est dingue. Dans le fémur de Connelly, c'est-à-dire qu'elle est passée dans le dos de la balle magique. Hein. Le mensonge consiste à faire qu'elle a tapé le dos, qu'elle est ressortie par le cou, qu'elle a tapé l'omoplate de Connelly, qu'elle est ressortie par le poumon, qu'elle a tapé le poignet de Connelly, qu'elle a fait un virage pour finir dans le fémur. Mais au moment où ils ont posé la balle magique dans les médias, elle n'était pas encore sortie du fémur de Connelly sur le post-opératoire. Voilà, il faut le savoir. Mais ce qui fait la force du mensonge et des menteurs, hein, c'est que celui qui va à l'encontre de la commission Warren est immédiatement taxé de complotisme. Alors on se garde de le taxer d'antisémitisme, mais pas énorme, mais parce que ça donnerait une piste ça donnerait une piste aux chercheurs. Mais complotisme, c'est la théorie du complot, elle est née d'ailleurs, l'expression théorie du complot, c'est l'assassinat de Kennedy. Hein. Avant, il y avait pas on ne parlait pas de théorie du complot avant. Tout à fait, Ce qui est sidérant, c'est de voir qu'aujourd'hui, après toutes ces années, ce qui reste encore, c'est Oswald, tireur lunatique isolé. Et encore, la plupart des gens croient ça. C'est quand même hallucinant. Oui, mais ils ont le pouvoir de le dire, de le répéter du matin au soir et du soir au matin, de taxer de complotistes tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et donc, c'est eux qui ont raison. Hein. La vérité historique, ce n'est pas la vérité. La vérité historique, c'est celle que retiendra l'histoire. Hein. Et c'est écrit par les vainqueurs et c'est écrit par ceux qui ont la puissance de l'influence, ceux qui contrôlent tous les médias, ceux qui sont capables de démolir tous ceux qui vont à l'encontre de leur thèse. Quoi. Encore aujourd'hui, quand on leur parle de Lyndon B. Johnson, ils sont surpris. Alors que pour ceux qui travaillent sur l'assassinat de Kennedy, c'est évident que le type est dedans. Oui. Mais par contre, je dirais qu'aujourd'hui, la majorité est plutôt convaincue que c'est la CIA qui a assassiné Kennedy. Il y a quand même une majorité, alors je ne sais pas trop, en tout cas, il y a une majorité, je pense, on peut dire au moins ça, qu'il y a une majorité d'Américains, par exemple, qui pensent qu'on leur a menti sur Kennedy. Après, ils n'en savent pas, ils ne connaissent pas forcément les détails, mais s'ils connaissent vaguement quelque chose, ils vont dire oui, mais c'est la CIA qui est derrière. En tout cas, la CIA, il y a quelque chose à voir. Et ça, c'était dû d'ailleurs en grande partie au film de Oliver Stone, qui a quand même fait un très fort impact dans l'opinion publique américaine et mondiale en 1991, je crois, avec son film JFK, qui d'ailleurs a bien expliqué cette histoire de balle magique, qui était basée sur l'histoire de Jim Garrison, hein, qui avait fait une des premières enquêtes à la Nouvelle-Orléans en 1968, etc. Et là, on rejoint effectivement l'idée qu'il y a une sorte de dialectique qui est pratiquée dans la presse américaine, c'est-à-dire que sur les premières pages, c'est Lee Harvey Oswald le coupable, mais vous trouvez dans le New York Times, le Washington Post et partout maintenant dans la grande presse, l'idée quand même que ouais, mais bon, on n'est pas sûr et que finalement, peut-être que la CIA a quelque chose à voir avec. Et dans mon dernier article, je cite même un article du Washington Times. C'était en 1966, je crois, ils ont publié un article où ils ont expliqué, oui, mais la CIA se sentait menacée par Kennedy parce que Kennedy aurait dit, selon quelqu'un, qu'il voulait détruire la CIA, etc. Donc cette idée que la CIA est le principal suspect, elle est mainstream, voyez. Oui, mais elle dédouane. Elle détourne l'attention d'Israël. Et d'ailleurs, quand on parle du film de Oliver Stone, il ne faut pas oublier qu'il est produit par Arnon Milcham, qui est reconnu et qui a avoué avec fierté avoir été un agent israélien qui a notamment contribué, et on revient toujours à ce même sujet, contribué à l'espionnage et à la contrebande de matériel pour le programme nucléaire israélien. Le programme nucléaire israélien, curieusement, donc on a un film qui défend la thèse selon laquelle la CIA a fait assassiner Kennedy, qui est produit par un agent israélien. Voilà, bon, donc tout est dit.
Oui. Juste, Mais, juste, là encore, une anecdote, hein, lorsque Trump a été élu, peu de temps, il y a une période intermédiaire, hein, l'élection a lieu normalement début novembre, je crois et il se passe presque 2 mois jusqu'au 20 janvier, date d'intronisation du nouveau président. Cette période permet au président de préparer son administration, de désigner ses ministres et de préparer toutes ses équipes. La seule organisation qui a été autorisée à venir présenter sa vision du monde à l'équipe, à la nouvelle équipe Trump à l'époque, c'était le Mossad. Il y avait l'ambassadeur, il y a eu une réunion qui a eu lieu en décembre 2016, je crois, si ma mémoire est bonne. Et au cours de cette réunion, il y avait l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il y avait, j'ai toute la liste des participants, mais il y avait la direction du Mossad qui venait expliquer à l'équipe nouvelle sa vision du monde, etc. Imagine-t-on un seul instant que la DGSE ou que le MI6 ait pu réaliser une telle présentation à la nouvelle équipe qui prenait le pouvoir? Non. Imagine-t-on en France un seul chef d'État au monde qui puisse s'imposer, se faire inviter par le Congrès américain contre l'avis du président élu, qui était Obama à l'époque, hein, et se faire applaudir à tout rompre devant le Congrès américain? Il y a un seul chef d'État au monde qui a pu faire ça, un seul. Et il n'y en aura jamais deux. C'est Netanyahou. Et même Obama, là, il y avait salle comble, ils sont restés debout un quart d'heure, comme vous l'aviez dit, Oui. Et puis ils se sont relevés plusieurs fois, une quinzaine de fois. Oui. Il n'y a jamais la salle comble, même. Oui, non, on est d'accord, mais et ils sont tous là parce qu'ils savent qu'ils sont comptés. Oui, voilà, ils sont tous là parce qu'ils savent qu'ils sont comptés, et ils savent aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas Friedman le lendemain matin, qui est un journaliste vedette du New York Times, hein, 3 fois prix Pulitzer, enfin bon, et il a écrit le lendemain matin dans le New York Times, hein, il a écrit il faut bien que Netanyahou quand même se rende compte que s'il a été ovationné debout pendant 20 minutes au Congrès, ça n'est pas pour sa politique, c'est parce que son auditoire, c'est-à-dire les députés, les membres du Congrès, cette ovation a été achetée et payée par le lobby pro-Israël. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Thomas Friedman, journaliste vedette du New York Times, sioniste de surcroît, qui a dû mettre la main à la poche d'ailleurs pour payer l'ovation, certainement, hein, et voilà quoi. Donc quand on en arrive là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un certain niveau, le gouvernement et la gouvernance US est tellement noyauté par Israël. Je ne peux pas parler seulement de la CIA au temps de Kennedy, où il y avait déjà de nombreux Sayanim qui peuplaient la CIA, mais c'est tellement répandu qu'aujourd'hui, on peut dire presque que les États-Unis sont devenus en politique étrangère un proxy d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël fait la pluie et le beau temps dans la politique étrangère américaine. Je ne suis pas, là encore, le seul à le dire, hein, le plus grand, enfin le plus écouté, le plus lu, le plus entendu des géopoliticiens américains, qui s'appelle Mearsheimer, hein, dont les vidéos font des dizaines de millions de vues. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le lobby pro-Israël et la politique étrangère américaine ». Il y explique de manière très claire, hein, qu'Israël fait la pluie et le beau temps, hein, dans tout ce qui est politique étrangère américaine. Et aujourd'hui, quand on regarde, là encore, j'ai coutume de le dire et de le répéter, mais quand on regarde tous les postes clés de l'administration américaine, hein, je regrette, hein, ils sont tenus par des Sayanim. Hein, vous regardez les ministères des Affaires étrangères, alors comment on sait que c'est des Sayanim? Ils ont été nominés, bien sûr, au palmarès de l'influence du Jérusalem Post, hein, je n'arrête pas de le dire aussi, hein, il faut le regarder, ce palmarès. Il y a 50 personnes chaque année qui sont déclarées par le Jérusalem Post comme les personnels de confession juive qui sont les plus influents au niveau planétaire.
Hein, dans ces personnages, on retrouve qui? On retrouve Anthony Blinken, on retrouve son adjointe qui s'appelait Wendy Sherman, on retrouve où on aurait pu retrouver la numéro 3, Victoria Nuland. On peut retrouver aussi Janet Yellen, qui a été nominée plusieurs fois, qui est ministre de l'économie et qui concocte les sanctions pour tous les pays qui ne sont pas d'accord avec la politique américaine telle qu'elle est conduite. Ils sont sanctionnés par qui? Par Janet Yellen. Ensuite, ils tiennent aussi, bien sûr, le ministère de la Justice et le FBI avec Merrick Garland. Arrête, et puis, ils tiennent également le ministère de l'Intérieur avec Mayorkas. Mayorkas qui vient d'une lignée sud-américaine, mais d'ascendance juive aussi. Donc voilà, ils tiennent en gros tous les postes clés de l'administration américaine aujourd'hui. C'est eux qui montrent au président, quand il va prendre ses fonctions, comment fonctionne le monde, vu par eux. Donc c'est la vue israélienne qui s'impose à la politique étrangère américaine, au point que moi je n'hésite plus à dire que les États-Unis, la politique étrangère américaine est devenue une sorte de proxy d'Israël. Ouais, voilà, je ne sais pas si je choque mes interlocuteurs, mais ce sont des faits, ça. On le voit maintenant, on le voit aujourd'hui avec le soutien américain pour inconditionnel. Pour pour les horreurs, pour un soutien inconditionnel. Voilà, Israël peut tout faire. Ils sont peut-être critiqués parfois du bout des lèvres, mais les finances arrivent quand même, les armes aussi, et aucune sanction n'est possible à cause du veto américain sur toute sanction contre Israël. Ouais. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. Et j'ajoute et c'est dommage que ce système de fonctionnement au profit d'Israël a essaimé en Europe. Il a essaimé au Canada, bien sûr, avec Stephen Harper d'abord, puis Trudeau. Là, c'est clair et net. Et il y a eu des émissions, d'ailleurs, sur nos chaînes nationales qui ont été faites à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus se permettre de faire des émissions comme ça. Mais j'ai en archive tout un tas d'émissions qui ont été faites et qui montrent ces faits-là. Ce sont des faits. Ils se sont emparés également de la gouvernance australienne, et ils se sont bien sûr emparés des gouvernances françaises et britanniques. Et britanniques avec deux lobbies, The Lobby, selon la chaîne qatari Al Jazeera, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, nos dirigeants sont également sous pression israélienne et sous influence israélienne très forte, très forte.